Bonjour, passons en revue une démonstration complète de la plateforme vFunction. Dans cette démonstration, je souhaite couvrir à la fois le hub d'évaluation et le hub de modernisation. Je veux d'abord commencer par un tableau de bord de haut niveau du parcours de modernisation, puis approfondir une évaluation et à partir de là, passer à une décomposition spécifique et à la modernisation d'une application. Commençons donc par le tableau de bord. Ce que vous voyez ici devant vous est un tableau de bord de l'ensemble de votre parcours de modernisation. Dans cet exemple spécifique, nous voyons qu'il y a 162 applications dans le pipeline et nous pouvons voir à travers ce tableau de bord la phase exacte dans laquelle chaque application se trouve. Cela fournit aux décideurs une très belle vue d'ensemble du pipeline du parcours de modernisation. Nous voyons qu'il y a 21 applications qui ont été créées, 13 applications installées avec un agent vFunction, 29 sont en phase d'apprentissage, 84 sont en phase d'analyse, aucune n'est en phase de création de services et combien ont terminé la modernisation. Au fait, quand nous parlons de modernisation, nous ne plaidons pas nécessairement pour que vous deviez refactoriser toutes les applications. La plateforme vous permet de prioriser celles qui conviennent le mieux à votre organisation, où vous obtenez le maximum de ROI, et à travers cela, de décider lesquelles vous souhaitez refactoriser. Et si vous décidez de ne pas refactoriser, peut-être que vous souhaitez les conserver ou les retirer, vous pourrez les signaler sur la plateforme. Et comme vous pouvez le voir ici, vous voyez qu'il y a au total 5 applications qui ont terminé le parcours et vous voyez que 4 sont en cours de refactorisation et une qui a été replatformée. Il y a d'autres statistiques ici dans ce tableau de bord que je vais ignorer. Dans l'intérêt du temps, le tableau de bord vous permet d'approfondir chacune de ces phases. Donc lorsque vous l'agrandissez, vous pouvez à nouveau voir les applications qui ont été créées, où chaque tuile représente une application, le nombre d'applications qui ont été installées, le nombre d'applications en phase d'apprentissage. Encore une fois, vous pouvez gérer tout cela de manière centralisée afin de décider pour une application spécifique de commencer l'apprentissage, c'est-à-dire la collecte des données, ou d'arrêter l'apprentissage, et ainsi de suite. Mais je veux me concentrer sur la phase d'analyse et nous voyons qu'il y a 4 applications dans la phase d'analyse. Donc, chaque tuile ici représente une application qui a été analysée par vFunction. Tout d'abord, laissez-moi choisir une application, par exemple cette application AMS, et voyons le rapport d'évaluation qui est généré automatiquement grâce à l'analyse statique. D'accord, donc lorsque nous générons le rapport d'évaluation, ce que nous pouvons voir ici, ce sont 3 sortes de tuiles dans le rapport d'évaluation. Tout d'abord, c'est le coût de l'innovation. Donc, ce que fait vFunction, comme mentionné précédemment en termes de fonctionnement de la plateforme. Après avoir formé des centaines d'applications, le système est capable d'essayer de quantifier combien de dollars vont dans la maintenance et la dette technique par rapport à l'innovation. Dans ce cas spécifique, nous voyons que cette application dépense 0,17 $ pour chaque dollar avant refactorisation qui va dans l'innovation et 4,3 vont dans la dette. Spécifiquement, si je clique ici, cela me montrera en fait les pires classes de dette qui contribuent à cette dette technique. Et ce qui est intéressant à propos de cela, c'est que si vous regardez le multiplicateur du coût total de possession qui est de 5,9, cela signifie que pour chaque dollar d'innovation, je dois investir 5,9 $ dans la maintenance, ce qui est assez élevé, n'est-ce pas? C'est une application assez mauvaise si je ne m'occupe que de ces 10 pires contrevenants. Ces 10 classes. Je peux réduire ce multiplicateur à 2,5. Donc c'est une statistique intéressante ici que ce rapport d'évaluation nous permet de voir. Ensuite, je peux passer aux métriques de la dette technique, où nous voyons à la fois la complexité et l'indice de risque, et la combinaison des deux représente l'indice de dette totale. Et nous voyons pour cette application spécifique, ce sont les barres rouges en comparaison. À peu près la moyenne des états d'application, et nous voyons ici que cette application spécifique a pas mal de dettes techniques. Si nous regardons la dette technique totale, elle est de 160% au-dessus de la moyenne. Donc encore une fois, sur une base comparative, ce rapport m'aide, disons en tant que décideur, à prioriser cette application pour la moderniser. Maintenant, la complexité a à voir avec le degré d'enchevêtrement au sein des services dans les pays
Et le risque, vous savez, essaie de représenter le genre de profondeur de tout changement qui se produit dans le pays. Quelle est la sorte de longueur et de profondeur de cet impact de ce changement, n'est-ce pas? Donc la combinaison des deux représente la dette. Et il existe des recherches académiques qui soutiennent en fait ce type d'analyse. Et la définition de la dette technique. La dernière tuile ici que je veux partager avec vous est celle des cadres vieillissants, où le système essaie d'identifier, vous savez, le pourcentage de cadres modernes par rapport aux cadres vieillissants, le nombre de classes et d'autres métriques. Encore une fois, l'objectif de ce rapport d'évaluation est de prioriser ces applications pour la modernisation sur la base d'une analyse statique très rapide. Et au fait, vous pouvez en fait télécharger ce rapport sous forme de joli PDF. Si vous cliquez ici, il générera le PDF que vous pourrez ensuite prendre et partager avec d'autres collègues de votre équipe. Maintenant, je veux que vous puissiez voir ici, c'est le PDF qui est généré avec encore toutes ces informations. Si je reviens, je peux ensuite regarder le rapport d'effort de refactorisation. Et ce rapport est généré uniquement après l'analyse dynamique et fait déjà partie du hub de modernisation. Donc cela va au-delà du rapport d'évaluation. Ce rapport, en utilisant l'analyse dynamique, est capable d'évaluer le degré d'effort nécessaire pour moderniser cette application. Et c'est un nombre entre 1 et 5. Dans ce cas, encore une fois, c'est une application très compliquée. Le nombre est 5 et ce nombre est dérivé de 5. Paramètres qui impactent la décomposition de cette application par la plateforme vFunction. Ceci inclut l'exclusivité des classes, l'exclusivité des ressources, la topologie des services, le pourcentage d'infrastructure, le pourcentage d'exécution extrait, et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans chacun de ces détails et nous pouvons laisser cela pour une autre session, mais l'idée ici est qu'en fonction de ces métriques, nous pouvons évaluer l'effort impliqué dans et moderniser cette application. Et vFunction est également capable d'identifier les services spécifiques qui peuvent être décomposés automatiquement, n'est-ce pas? Donc, il a identifié ici 15 services et nous pouvons voir ici que c'est le service de comptabilité. Je suppose que c'est une sorte d'application bancaire, le service de comptabilité et d'autres types de services. Donc, sur la base de ces deux rapports, en tant qu'utilisateur, je peux alors décider quelle serait ma stratégie de modernisation, n'est-ce pas? Donc, je peux cliquer ici et en fait voir OK, que je veuille refactoriser ou réécrire cette application, ce qui me permettrait d'utiliser la plateforme vFunction pour cela, ou peut-être de conserver, de replatformer ou de remplacer. Si je veux en fait refactoriser cette application, alors je cliquerai simplement sur cette tuile et cela me mènerait directement au studio vFunction pour me permettre de commencer à travailler sur l'application. Maintenant, cette application est relativement complexe. Pour les besoins de cette démonstration, je vais utiliser une application plus simple. Et cette application est un système de gestion des commandes. D'accord. C'est une application typique dans l'industrie de la vente au détail. Je vous dis que c'est un système de gestion des commandes, parce que vous pouvez déjà deviner quels sont les domaines potentiels que vous vous attendez à voir dans une application de gestion des commandes, n'est-ce pas? Vous verrez probablement un service d'expédition, un service de paiement et un service d'inventaire, n'est-ce pas? Ce sont les types de services que vous vous attendez à voir dans une application de vente au détail typique. Donc, ce que nous voyons ici, c'est le studio après que vFunction ait analysé cette application. Elle a été en production pendant, dans ce cas, quelques minutes, car c'est une application relativement petite. Donc, couvrir tous les flux n'est pas un énorme effort ici. Et comme mentionné, vFunction identifie les domaines potentiels qui seront extraits. Donc, laissez-moi vous expliquer ce que vous voyez ici sur le studio. Chaque bulle ici représente un service qui a été identifié par la fonction. Donc, lorsque je survole ces bulles, vous voyez que c'est le service de fulfillment modifié, et c'est le service de paiement, et c'est le service d'expédition. Vous les voyez sur le côté droit. Chaque taille de bulle représente la taille du service en fonction du nombre de classes dynamiques que nous voyons, et la couleur représente le degré auquel les classes sont exclusives à ce service. Donc, par exemple, nous voyons ici 5 services qui sont verts
Et cela représente une plus grande exclusivité entre 60 et 100%. Et il y en a 3 qui ont une sorte d'exclusivité moyenne. Encore une fois, le degré, si un service a 80% d'exclusivité de classe, cela signifie que 80% des classes sont exclusives à ce service et 20% sont partagées entre plusieurs services. Donc bien sûr, plus l'exclusivité est élevée. Plus il est facile d'extraire le service, ou moins de duplication de code serait nécessaire, ou moins de refactorisation de classes serait nécessaire, n'est-ce pas? Donc le fait que l'exclusivité soit faible ou élevée ne signifie pas que vous ne pouvez pas extraire le service. Cela signifie simplement que vous devez faire certaines actions pour y parvenir, n'est-ce pas? Si l'exclusivité n'est pas aussi élevée. Aussi, ce que vous voyez ici, pas seulement les services et leur taille et leur nom, comme vous le voyez ici sur le côté droit, au fait, les noms sont dérivés. Des points d'entrée. Donc, les méthodes qui sont les points d'entrée seront utilisées comme une sorte de nom de proxy pour ce service. S'il y a plusieurs points d'entrée, il peut utiliser le nom de la classe. Donc, il y a certaines heuristiques que le système utilise pour indiquer à l'architecte de quoi ce service parle. Vous pouvez également voir que les lignes pointillées représentent des appels entre les services. Donc, si je me tiens sur cette ligne pointillée, je peux voir en fait l'appel entre ces services et si je clique sur un service spécifique, disons ce service plus grand. Je vois les lignes solides. Les lignes solides représentent les contraintes ou les ressources partagées entre ces services. Et vous voyez ici sur le côté droit le type de ressources que Bitfunction analyse. Ceci inclut les beams, les objets de synchronisation, les transactions, les tables de base de données, les fichiers, les sockets, et ainsi de suite. Donc ici, ces deux services partagent des tables de base de données en lecture seule et en lecture-écriture. Ces deux partages. Par exemple, en lecture-écriture. Vous pouvez chercher un autre service ici pour voir d'autres dépendances. Encore une fois, je vois ici les mêmes dépendances. Donc encore une fois, cela vous donne une belle vue d'ensemble de l'architecture de référence. Ce sont les services, ce sont les interdépendances. Choisissons le plus grand service ici pour y plonger un instant. Donc c'est le plus grand service qui est le service de fulfillment modifié. Et je vois qu'il a 2 points d'entrée. Si je clique sur Explorer l'arbre, cela me permettra de me familiariser avec les méthodes réelles et la fonctionnalité qui se trouve dans le service, n'est-ce pas? Donc je peux le parcourir, je peux voir. Au fait, je peux changer les points d'entrée si je le souhaite, je peux renommer le service. Donc si je suis l'architecte, cela augmente vraiment ma confiance en termes de ce que la fonctionnalité que nous Fonction a identifiée comme faisant partie de ce service. Mais maintenant, plongeons dans certaines des actions que vous pouvez entreprendre dans le Studio vFunction afin d'augmenter l'exclusivité et de préparer ces services pour l'extraction. Donc nous voyons qu'en termes de classes dynamiques, il y a 5 classes dynamiques avec une exclusivité de 80%. Si je regarde ces classes, je vois qu'il y en a 4 qui sont exclusives et je les vois ici et une qui n'est pas exclusive. Inclusive, et c'est la classe d'expédition. Je peux cliquer ici sur les détails et le système me montrera quels autres services ont en fait cette classe en eux et juste par le nom, je peux voir que c'est la classe d'expédition. Donc comme je m'y attendais, elle fait partie du service d'expédition, mais elle fait également partie du fulfillment modifié et par conséquent, c'est une classe non exclusive. Mais c'est là que vFunction est extrêmement puissant et il me permettra en fait de me débarrasser de ces dépendances. Donc je peux cliquer sur la méthode spécifique ici. Et cela me mène directement à l'arbre d'appel au sein du service de fulfillment modifié et recommanderait d'ajouter un point d'entrée ici. Donc nous voyons ce point jaune qui me montre ici, dans cet arbre, où je peux ajouter un point d'entrée. Je peux choisir cette méthode et en faire un point d'entrée pour l'un des services existants ou pour un service complètement nouveau si je le souhaite. Donc encore une fois, cela montre la flexibilité de la plateforme. Dans ce cas, je vais choisir de faire de cette méthode un point d'entrée pour le service d'expédition. Et en faisant cela, lorsque je clique ici pour faire, vous voyez que la barre fonctionne ici où elle recalcule l'impact de cette décision de faire ou d'ajouter un appel entre ces deux services. Et quand je reviens, ce que je vais voir ici, c'est que maintenant j'ai 4 classes dynamiques
avec une exclusivité de 100%. Donc quand je regarde ici, vous pouvez voir que c'est l'appel que je viens d'ajouter entre le service d'expédition et le service de fulfillment modifié. Donc laissez-moi récapituler ce que je viens de faire. En ajoutant un appel entre ces deux services, et tout cela se passe sur la plateforme vFunction, nous n'avons pas changé une seule ligne de code, n'est-ce pas? Donc en ajoutant un appel entre ces deux services, j'ai en fait affiné les frontières du service et pris une partie de l'arbre d'appel et l'ai effectivement rendu partie du service d'expédition. Et ce faisant, j'ai rendu la classe d'expédition exclusive au service d'expédition. Donc c'est juste un petit exemple de comment, en ajoutant des appels entre les services ou en affinant leurs limites, je peux augmenter l'exclusivité de certains services. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Lorsque je regarde les ressources au sein de ce service de fulfillment modifié, je vois qu'il y a 4 ressources qui sont exclusives et 12 ressources qui ne sont pas exclusives. Et ces ressources incluent des transactions de fichiers, des tables de base de données, en lecture seule et en lecture-écriture. Maintenant, si je veux, disons, décomposer une application en 2 services, lisse les mêmes tables de base de données, c'est quelque chose qu'ils peuvent, disons, reporter à plus tard. Mais si 2 services écrivent dans la même table de base de données, cela m'empêchera en fait de maintenir ces services séparément. Donc filtrons ces 3 tables de base de données que plusieurs services écrivent dans ces tables de base de données et je vois ces 3 tables ici. Si je regarde la première et que je clique sur les détails, je peux voir quels services écrivent dans cette table de base de données. Donc je vois que c'est le fulfillment modifié, mais aussi le service de commande. Et pas étonnant, n'est-ce pas? C'est la table des lignes de commande. Je ne suis pas surpris que le service de commande écrive dans la table de commande. Mais encore une fois, je vais sauter cette partie. Mais encore une fois, je peux cliquer sur cette méthode. Cela me mène à l'arbre d'appel où il y a le point jaune qui recommandera d'ajouter un appel entre le service de commande et le service de fulfillment modifié. Et ce faisant, je retirerai cette dépendance et rendrai l'accès ou l'écriture dans cette table de base de données exclusive. Au service de commande, laissez-moi vous montrer quelques autres actions que je peux entreprendre ici dans le studio. Je vois ici que c'est le service de paiement des dîners et c'est le service de paiement et les deux ont 50% d'exclusivité. Et c'est encore une décision. Je ne sais pas qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles le système a automatiquement décidé que ça devrait être séparé, mais c'est là que je, en tant qu'architecte, peux le remplacer, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas une boîte noire. L'idée ici est que l'architecte ou le développeur senior est celui qui est au volant et peut décider comment décomposer cette application et quels seraient les services cibles. Dans ce cas, je veux fusionner ces 2 services car je veux avoir un seul service de paiement. Donc le système me permet simplement de faire glisser ce service au-dessus du service de paiement. Il me demande si je suis sûr de vouloir fusionner le service de paiement des dîners avec le service de paiement. Je peux cliquer ici pour confirmer. Et encore une fois, il recalcule l'arbre d'appel, les points d'entrée, tout le code qui irait dans ce service. Et au moment où il termine, vous voyez que j'ai un seul service de paiement. Maintenant, il est beaucoup plus grand et il est vert car l'exclusivité de ces classes est maintenant de 100%. Laissez-moi vous montrer une autre action ici, qui est de voir ici qu'il y a 5 ressources avec une exclusivité de 80%. Lorsque je regarde la ressource non exclusive ici, qui est le journaliseur de fichiers, et lorsque je clique sur les détails, je vois que tous les services dépendent en fait de ce journaliseur de fichiers. Donc, en affinant les frontières d'un certain service ou de plusieurs services, je ne pourrai pas me débarrasser de cette dépendance. Mais c'est là que vFunction m'offre une autre voie d'action, n'est-ce pas? Cela s'intègre très bien dans une bibliothèque commune, n'est-ce pas? Parce que le journaliseur ne change pas beaucoup, donc ça ne devrait pas être un service à part entière. Tous les autres services en dépendent. Il devrait probablement aller dans une bibliothèque commune, et donc je peux en fait le marquer comme un FRA et vFunction l'assignera. Dans la bibliothèque commune, n'est-ce pas? Mais maintenant, il recalcule encore, et vous voyez que maintenant nous avons 4 ressources avec une exclusivité de 100%.
Il y a d'autres actions que vous pouvez entreprendre sur la plateforme que je vais ignorer, comme supprimer des codes morts, refactoriser certaines classes, diviser des services. Encore une fois, vous pouvez faire beaucoup de choses sur la plateforme. Elle vous montrera l'impact de ces actions, mais je veux avancer. Donc disons, je me sens à l'aise avec ce design. Au fait, je peux voir que le pourcentage total extrait est de 100% et l'accessibilité des classes est de 100%. Donc je suis en assez bonne forme en termes d'architecture cible. Je me sens en fait à l'aise. C'est ainsi que je veux décomposer ce système de gestion des commandes. Ce sont les services que je veux avoir. Et donc, commençons par l'extraction. Donc disons que je veux extraire ce service de paiement. Je clique simplement ici, sauvegarde, et ça prépare. Fondamentalement, c'est deux services pour l'extraction ou la bibliothèque commune et le service de paiement. Parce que j'ai introduit la dépendance sur la bibliothèque commune, vous pouvez voir que l'onglet de création de service est disponible. Donc, je peux cliquer dessus et ensuite, je peux en fait configurer la plateforme cible de ce service. Disons que je veux que ce soit un Spring Boot. Je dois définir quelle est la dépendance du dépôt alors que je crée le fichier de spécification du service et tire toutes les dépendances de compilation. Je dois tout savoir à ce sujet, mais maintenant, je suis prêt à extraire ce service. Donc, je clique simplement ici pour télécharger et cela télécharge ces fichiers pour moi. Et ce que ces fichiers sont, nous voyons deux JSON qui représentent ces deux, la bibliothèque commune et le service de paiement, et un fichier YAML qui est en réalité le fichier Swagger pour les API REST de ce service. Juste pour vous montrer, disons, le service de paiement. Vous pouvez voir ici, basé sur toute l'analyse qui s'est produite sur la plateforme vFunction, il a créé ce fichier de spécification de service qui a les points d'entrée vers le service de paiement, les paramètres pour les points d'entrée, le contexte de printemps, les classes, les jars. Donc ce fichier sera utilisé par notre automatisation pour créer effectivement ces services. Et laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai simplement téléchargé ces fichiers, n'est-ce pas? La bibliothèque commune et le service de paiement JSON. Et maintenant, je vais vous montrer que ce sont les fichiers sources originaux de l'application OMS. Donc, je dois exécuter cela sur une machine de construction où j'ai accès aux fichiers sources. Donc, ce sont les fichiers sources du monolithe original. Et ensuite, je vais exécuter la commande de copie de code qui est l'utilitaire vfunction qui créera le service basé sur le fichier de spécification du service. Donc, je lance cette commande de copie de code qui prend comme entrée le service de paiement, n'est-ce pas? Il va scanner le code source original du monolithe, qui est l'application web OMS, et la destination serait ce nouveau projet qui sera créé et appelé le service de paiement. Et maintenant, je l'exécute, il scanne le code source, copie ses artefacts et crée ce nouveau projet qui est le service de paiement. Et ce sont les nouveaux fichiers du service de paiement. D'accord. Donc, ce sont les fichiers. J'ai en fait créé un nouveau fichier, un nouveau projet qui est le service de paiement. Je peux maintenant simplement exécuter maven clean et package et compiler ce service. Donc, ce que je vois ici, c'est ce que je fais. Et ce que vous verrez, c'est que parce que nous avons scanné le code source original, nous avons également copié les différents cas de test qui sont pertinents pour ce code. Et donc, lorsque nous le compilons, nous avons exécuté ces tests. Nous voyons qu'il y avait deux tests là, 0 échec, 0 erreur, 0 sauté. Et donc, j'ai en fait compilé ce service. Ce que je n'ai pas montré ici, c'est que je peux prendre les API REST et les ajouter au monolithe original pour détourner le trafic vers le service. Bien sûr, si ça concerne un point de terminaison existant, alors je dois simplement changer la configuration pour détourner le trafic vers ce service nouvellement créé. Je veux vous montrer deux autres choses en termes de la plateforme qui sont assez importantes. Une qui a à voir avec l'historique, n'est-ce pas? Donc, toutes les actions que j'ai prises sont enregistrées ici et vous pouvez voir que j'ai modifié les paramètres d'analyse. J'ai créé un point d'entrée, j'ai fusionné des services, donc je peux voir l'historique des changements de la façon dont j'ai obtenu cette architecture. Je peux évidemment revenir en arrière et revenir à n'importe quel point de ce processus.
Et l'autre chose que je veux vous montrer ici est le rapport sur les ressources. D'accord. Donc le rapport sur les ressources est extrêmement précieux pour les étapes suivantes. Par exemple, si je veux également décomposer la base de données, je peux choisir par exemple le type de ressources à examiner, qui sont les tables de base de données. Et je peux voir comment chaque table de base de données, vous savez, se rapporte au service. Donc, je vois que cette table de base de données, vous savez, est accédée par ces deux services. Je peux en fait l'inverser et regarder cela du point de vue du service. Donc maintenant, j'ai chaque service, quelle table de base de données il accède et si c'est même exclusif ou non, n'est-ce pas? Donc sur la base de ce rapport que je peux simplement télécharger et exporter, je peux ensuite aller et décomposer la base de données et créer les bases de données pertinentes pour chacun de ces services. Donc, pour résumer, ce que nous avons pu voir ici, c'est que nous avons commencé par un tableau de bord. Vous savez, une vue générale de l'état de votre application, décidant quelles applications décomposer sur la base du rapport d'évaluation qui est généré très rapidement, sur la base d'une analyse statique, puis en utilisant l'analyse dynamique pour analyser les spécificités des services et des domaines au sein de l'application. Puis en utilisant le Studio vFunction pour travailler sur l'application, vous savez, la concevoir davantage, affiner les limites, augmenter l'exclusivité, prendre toutes les actions que vous jugez appropriées en tant qu'architecte et voir l'impact de ces actions pour finalement arriver au point où vous vous sentez à l'aise d'extraire les services. Et ensuite, je vous ai montré comment le système crée le fichier de spécification du service et va effectivement extraire le service. C'était une application simple. Évidemment, vous savez que sur une application plus complexe, ça peut prendre, vous savez, quelques heures ou quelques jours, mais cela accélérera ce processus par des ordres de grandeur. Et c'est un exemple d'une application beaucoup plus complexe. Donc bien sûr, ça aurait l'air différent. Il y aura plus de services, il y aura plus de travail nécessaire sur le studio. Mais encore une fois, c'est ce que vFunction est capable de vous fournir. Donc j'espère que vous avez eu une bonne idée de la façon dont cette plateforme fonctionne et à partir de là, nous pouvons passer à la prochaine vidéo qui parlera du ROI et comment nous le calculons et quelles sont les alternatives potentielles. Merci.